Vous savez, parfois en maths, une idée qui a des centaines d'années peut soudainement revenir sur le devant de la scène pour régler des problèmes très modernes. Aujourd'hui, on va justement explorer un lien assez incroyable entre une vieille méthode pour calculer pi et une technique super actuelle pour calculer les logarithmes. Allez, c'est parti, on se lance. Alors regardez bien ce nombre. Ce sont les 100 premières décimales de pi. Bon, aujourd'hui, n'importe quel ordinateur vous sort ça en un clin d'œil. Mais imaginez, en 1706, un certain John Machin a fait ce calcul entièrement à la main. La question qui tue, c'est « mais comment diable a-t-il bien pu faire ça ?» Le secret de son exploit, en fait, ça tient en un seul mot, l'arctangente. Pour faire simple, imaginez un triangle rectangle dessiné sur du papier quadrillé. Si on connaît le rapport entre sa hauteur et sa base, eh bien la fonction arctangente, elle nous donne l'angle qui correspond. C'est cet outil, l'outil de base, que Machin va utiliser d'une façon vraiment brillante. Alors, il y a bien une formule toute simple qui relie pi et l'arctangente. Pi, c'est égal à 4 fois l'arctangente de 1. L'arctangente de 1, ça correspond à un angle de 45 degrés, ou pi sur 4 si on parle en radians. Ça a l'air super, non? Sauf que, pour le calcul, c'est une catastrophe. C'est terriblement lent. La série mathématique qui se cache derrière converge, mais alors si lentement qu'il faudrait une éternité, un nombre fou de calculs pour avoir un résultat précis. Et voilà tout le problème que Machin devait résoudre. Comment on fait pour trouver une formule qui, elle, aille beaucoup, beaucoup plus vite? L'astuce, et c'est là que c'est malin, c'est d'utiliser des arctangentes de nombres tout petits, bien plus petits que 1. Parce que la règle, c'est simple. Plus le nombre est proche de 0, plus le calcul est rapide et efficace. Et c'est là qu'arrive son coup de génie. Son idée, c'est, au lieu de s'attaquer à un grand angle directement, il va le découper, le décomposer en une somme de tout petits angles. Et eux, ils sont super rapides à calculer. Juste pour voir comment ça marche, on pourrait par exemple découper notre angle de 45 degrés en deux, la somme de l'arctangente de 1/2 et de l'arctangente de 1/3. C'est déjà un peu mieux, mais croyez-moi, Machin, lui, il va aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Pour bien visualiser sa méthode, c'est assez simple en fait. Imaginez qu'on part d'un point super loin sur l'axe des abscisses, disons à 625,0. Ensuite, on va lui appliquer 4 fois de suite une petite rotation. Cette rotation, c'est l'angle qui a une tangente de 1/5. Et le truc génial dans sa construction, c'est qu'à chaque étape, on atterrit sur un point avec des coordonnées entières. Parfait pour des calculs à la main, sans se perdre dans les virgules. Ok, donc après nos 4 rotations, on se retrouve au point 476-480. Et là, on remarque un truc. Ce point n'est pas pile sur la ligne à 45 degrés. Pourquoi? Son ordonnée, 480, est un tout petit peu plus grande que son abscisse, 476. Ça veut dire une seule chose, notre angle total, les 4 fois l'arctangente de 1/5, il est juste un poil trop grand par rapport aux 45 degrés qu'on visait. On a un peu dépassé, quoi. Et le plus fort, c'est que Machin a calculé précisément ce trop-plein. L'écart entre son angle et les 45 degrés parfaits, c'est un angle vraiment minuscule. Sa tangente, exactement 1 sur 239. C'est ce tout petit angle qu'il faut maintenant soustraire, qu'il faut enlever pour retomber pile poil sur la cible. Et voilà, on arrive à sa formule finale, qui est juste magnifique d'élégance. Pi sur 4, c'est égal à 4 fois l'arctangente de 1/5 moins cette toute petite correction, l'arctangente de 1/239. Et là, c'est gagné. Avec des nombres aussi petits que 1/5 et 1/239, les calculs convergent à une vitesse folle. Il tenait enfin la clé de son exploit. Calculer 100 décimales de pi. Bon, cette méthode est absolument géniale pour pi, qui est le roi des cercles, de la trigonométrie. Mais là, une question se pose, forcément. Est-ce que cette idée, ce principe de décomposition, pourrait marcher pour d'autres grands nombres des maths? Par exemple, les logarithmes? Et c'est là que notre histoire bascule dans le monde moderne. Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Figurez-vous que la fonction arctangente a une sorte de cousine. Si notre arctangente classique est la reine des cercles, son analogue, qu'on appelle l'arctangente hyperbolique, elle, est la reine des hyperboles et des logarithmes. C'est ce parallèle parfait qui va nous permettre de reprendre l'idée de machine et de l'appliquer ailleurs. Et comme le dit très bien la source, ce n'est pas juste une jolie coïncidence théorique. Non, c'est super pratique. En combinant intelligemment des arctangentes hyperboliques, on peut fabriquer des formules à la machine, mais cette fois, leur but, c'est de calculer des logarithmes. Et le résultat, le voici. Regardez-moi cet ensemble de formules. C'est d'une élégance rare, non? Elles permettent de calculer en même temps le logarithme de 2, celui de 3 et celui de 5, en utilisant toujours la même combinaison de 3 briques de base. L'arctangente hyperbolique de 1 sur 31, de 1 sur 49 et de 1 sur 161. En termes d'efficacité, c'est juste incroyable. Et là, on arrive au cœur du sujet, la question centrale. Pour pi,
On a bien compris d'où venaient les coefficients 4 et moins 1. C'était le résultat de la construction géométrique de machin. Mais là, pour les logarithmes, d'où est-ce qu'ils sortent, ces coefficients? C'est 14, 10, 6 et tous les autres. Quelle est leur histoire? C'est quoi leur origine? Alors là, la réponse, elle est fascinante parce qu'elle montre un contraste énorme. L'origine de ces nombres, ce n'est pas du tout l'intuition d'un génie penché sur son papier. Pas du tout. Ces formules modernes, elles ont été découvertes par des ordinateurs. Ce sont des algorithmes de recherche qui ont testé, par force brute, des milliers et des milliers de combinaisons jusqu'à trouver le jeu de multiplicateur parfait. Derrière l'élégance de la formule se cache donc une origine 100% calculatoire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Premier point, une idée qui date de 300 ans peut toujours être d'une modernité folle. Deuxième point, les outils pour faire des découvertes ont radicalement changé. On est passé du crayon et de l'intuition à la puissance de calcul brute. Et enfin, troisième point, ces nouvelles formules sont des monstres d'efficacité pour calculer en même temps les logarithmes les plus fondamentaux. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question un peu vertigineuse. L'histoire de la formule de machine qui a été ressuscitée pour les logarithmes, c'est le parfait exemple d'une vieille idée qui reprend vie grâce à des outils modernes. Alors on peut se demander, combien d'autres idées de génie comme celle-là sont en train de dormir dans de vieux livres de maths, attendant juste qu'un algorithme passe par là pour provoquer la prochaine révolution?